Donc pour ceux qui ne savent pas encore, avec FEV, notre objectif est d'aider à l'installation agricole sur des fermes diversifiées agroécologiques. Et pour remplir cet objectif, on agit à 2 niveaux, via d'abord une plateforme digitale, La Grange, qui vise à simplifier le parcours d'installation, enfin le parcours à l'installation, en proposant un tableau de bord de gestion de son projet d'installation, en proposant également des simulateurs, des outils de mise en réseau pour favoriser le partage de connaissances à la fois entre porteurs de projets, le partage de connaissances aussi des porteurs de projets avec des experts de l'installation ou avec des agriculteurs qui sont déjà installés. Ça, c'est le premier niveau. Et puis, on a aussi créé une foncière solidaire, les FEV, dont l'objectif est de financer le rachat de fermes et ces fermes de les louer avec une option d'achat à un ou plusieurs agriculteurs à condition de respecter notre charte agroécologique. En parallèle, on a décidé de lancer une série de webinaires, Les Voix du terrain, pour aller à la rencontre d'agriculteurs et d'agricultrices qui sont installés, eux, déjà sur des fermes diversifiées agroécologiques. Le constat qui a été le nôtre, c'est que d'un côté, on a des agriculteurs qui sont installés sur des fermes de ce type, pour qui ça fonctionne, mais qui ont tendance à être très sollicités, qui ont parfois du mal à répondre à toutes les demandes. Et puis, de l'autre côté, on a des porteurs de projets qui, eux, sont en demande de davantage de retours d'expérience. Et donc, on a décidé de créer ces occasions de rencontre pour faciliter ce partage de connaissances. Aujourd'hui, c'est le 7e webinaire des Voix du terrain. Précédemment, on a accueilli Marie et Clément de la ferme Bacotte, également Baptiste des Jardins de l'Homme, Johan de la ferme des Clos, Gaël de Gone Girls, Benjamin de la ferme de Trévreau et Rémi de la ferme des Volonteux. Le point commun de l'ensemble de cette ferme, c'est qu'elles sont diversifiées et collaboratives. Comme le mentionne Marguerite, tous les webinaires sont disponibles en replay sur la plateforme La Grange. Du coup, vous pouvez retrouver le lien dans le chat. Aujourd'hui, on est ravis du coup d'avoir avec nous Marion de Sa Majesté la Graine. En 2 mots, et puis je te laisserai ensuite te présenter Marion. Donc, la ferme de Riffardo, c'est une reprise familiale donc en 2015 par Damien d'abord, qui a été rejoint assez rapidement par Marion ensuite. C'est une ferme de 350 hectares, dont 270 hectares en grande culture et 80 hectares en prairie, avec un troupeau donc, de bovins allaitants de race rustique. C'est une ferme qui est aujourd'hui certifiée HVE3 et dont 120 hectares sont en bio. C'est aussi une ferme sur laquelle il y a donc aujourd'hui Marion et Damien qui travaillent, ainsi qu'un salarié qui est là à temps plein sur la ferme et également des stagiaires régulièrement. Donc, on va parler avec Marion de son installation, de leurs activités. Vous le verrez, c'est une ferme sur laquelle il y a une multitude d'activités, une multitude de métiers. On va aussi parler du coup de l'organisation sur la ferme et puis de la viabilité économique de ce projet. Pour ça, on aura à peu près 30 à 40 minutes d'échange avec Marion. Donc, au cours de l'échange, ce que je vous propose, c'est de mettre toutes les questions que vous avez dans le chat, dans la section « Discuter ». Et puis, l'objectif, c'est de prendre à peu près 20 minutes à la fin pour répondre à un maximum d'entre elles. Voilà. Bonjour Marion, tu vas bien? Oui, nickel. Super. Écoute, merci d'avoir accepté de prendre ce temps pour venir partager ton expérience. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ton installation sur la ferme de Riffardo et puis nous dire quelques mots aussi sur ton parcours? Alors, je commence par le parcours. Du coup, moi là-bas, je suis pas de milieu agricole et je suis pas originaire du Berry non plus, mais j'ai fait toutes mes études en agricole. Je fais un lycée agricole, un BTS agricole et une école d'ingé agricole. Et parce que voilà, c'était quelque chose qui me plaisait. Je savais que je voulais travailler là-dedans. Et du coup, j'ai rencontré Damien, donc qui lui et issu de familles d'agriculteurs, donc en école d'ingé. Donc du coup, forcément, j'ai suivi un peu la chose et je savais déjà d'office qu'à terme, il reprendrait la ferme et que du coup, Mais on a travaillé, après notre diplôme en 2011, on a travaillé à peu près 3 ans à l'extérieur. Damien était dans une coopérative agricole dans le commerce des grains et moi j'étais en chambre d'agriculture dans tout ce qui était accompagnement de projets de diversification. C'est déjà quelque chose qui me passionnait, sur lequel j'avais déjà fait mon mémoire de fin d'études.
Et ensuite, donc, Damien reprend la ferme de ses parents en 2015. Et à peu près, oui, une petite année après, je le rejoins. Et en fait, donc c'est une structure assez classique pour le département en termes de surface et en termes de culture. Donc c'était tout en conventionnel. Et c'était blé, orge, colza, tournesol. Voilà, donc c'était culture traditionnelle. Et nous, l'objectif, c'était déjà de miser, parce que déjà à l'époque, enfin à l'époque, c'est pas si vieux que ça, mais la protéine végétale était déjà un peu plus tendance que la protéine animale. Donc on a toujours le troupeau allaitant et on pourra en reparler après pourquoi on l'a conservé. Mais on a plutôt misé nos recherches un peu de développement sur les protéines végétales. Et on avait croisé on a fait un cursus Erasmus pendant nos études, on avait croisé des cultures alternatives. Donc on avait croisé le quinoa et d'autres. Et donc je ne sais plus comment, mais c'est revenu sur la table. Et en gros, en 2015, on a semé nos 5 premiers hectares. Sachant qu'avant, on avait passé pas mal de temps à trouver les bonnes variétés. Et on est parti au Pérou en voyage d'études et ailleurs en Europe pour essayer aussi de tout comprendre et tout connaître sur cette culture et sur aussi les process derrière de tri et de nettoyage de la graine qui sont assez spécifiques. Ok. Donc ça a commencé comme ça. C'est vrai que vous avez, enfin, de ce que j'ai compris, fait un gros boulot de transformation sur la ferme pour mettre en place un système qui aujourd'hui est très diversifié, que ce soit au niveau des cultures là, que tu commençais à évoquer, aussi de vos méthodes de production, de vos pratiques, également des circuits de commercialisation et puis d'autres activités annexes. On va prendre le temps là pendant l'échange d'aborder tout ça. Peut-être qu'on peut s'attarder un peu là sur ce que tu commençais à évoquer sur les productions. Est-ce que tu peux nous détailler ce qu'il y a aujourd'hui sur la ferme en termes de production? Quelle surface voilà, sur chacune d'entre elles? Et puis, quelle méthode de production derrière vous avez mis en place? Oui, donc aujourd'hui, on a toujours une base qui reste, qui n'est pas prédominante, mais qui tourne autour de près de 40% de nos surfaces, qui en fait, ce sont les céréales. Donc, on va avoir du blé dur, du blé tendre, de l'orge. Le petit épeautre rentre là-dedans. Et puis, par exemple, on a fait l'année dernière du triticale. Donc ça reste voilà, autour de 40% de la surface. Par contre, après, tout le reste, ça va être du tournesol, des pois ou des lentilles. Généralement, c'est l'un ou l'autre. On va faire donc du quinoa, de l'amarante, du chia. Et on avait quoi d'autre l'année dernière? C'est à peu près ça. Et on va dire qu'aujourd'hui, les cultures, on appelle ça alternatives, mais en tout cas, les cultures qu'on valorise ensuite, nous, directement via la structure Berry-Graines, dont on parlera après, ça représente entre 30 et 40% de la surface selon les années. Voilà. Et l'objectif, c'est d'arriver, ça serait qu'en gros, voilà, on soit à 50-50, ça veut dire 50 de cultures un peu traditionnelles et 50% de cultures un peu spécifiques qu'on valorise. Est-ce que tu peux du coup nous parler un peu plus de ces cultures-là que vous valorisez? Enfin, vous avez choisi de maîtriser une partie, voire l'ensemble de la chaîne. Donc sur cette partie plus aval, je dirais, en tout cas de transformation ou de tri. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que vous faites de ce côté-là? L'objectif au début, on n'avait pas notre, je pense pas que ce soit le cas des porteurs de projets, mais on n'avait pas notre projet calé nickel dans nos têtes. On veut faire ça, ça et ça comme ça. Enfin, on avait une idée, mais en fait, il y a plein de choses qui se sont affinées et qui ont été modifiées en cours de route. Forcément, en fait, finalement, l'objectif, c'est de s'intéresser à ce qui se passe sur le marché, forcément, les besoins, et aussi ce qui se passe sur notre territoire en termes de capacité de production, d'environnement aussi un peu pédoclimatique, et finalement de construire un projet qui puisse coller un peu à tout ça. Et par contre, on avait quand même en tête dès le début qu'il fallait des cultures déjà peu ou pas cultivées en France. Là, c'était plus finalement pour différencier et pour pouvoir accéder au marché plus facilement. Ensuite, on voulait des cultures qui étaient résistantes aux aléas climatiques.
Parce que autant 2015-2016, c'était à peu près normal, mais en gros, depuis 2017, on n'a pas une année qui se ressemble et il y a toujours des extrêmes. Oui, je pense que ça ne va pas s'arranger malheureusement. Donc voilà. Et ensuite, des cultures rustiques dans le sens qui ne demandent pas d'intrants. Nous, on n'a pas d'irrigation et c'est quelque chose qu'on veut pas pousser. Et puis forcément résistantes aux maladies et avec très peu d'intrants, que ce soit d'engrais ou autre. Et donc forcément, on a sélectionné, on a fait nos choix par rapport à ça. Donc on a commencé avec le petit épeautre, la lentille corail. Et ensuite, on a développé donc, la partie un peu légumineuse avec les pois cassés, les pois chiches, la lentille verte, la partie oléagineuse avec le tournesol et le lin. Et puis, plus en termes de pseudo-céréales, donc le quinoa et l'amarante blanche et l'amarante noire. Ok. Et du coup, sur ce type de culture, vous avez aussi mis en place un système de stockage, de tri, notamment, il me semble que sur le quinoa, vous avez fait pas mal de R&D. Ça, est-ce que tu peux nous détailler le deuxième point qu'on avait en tête dès le début, et c'était vraiment notre ligne directrice, c'est de pouvoir, alors à terme, parce qu'au début, c'est compliqué, mais de pouvoir tout maîtriser de A à Z. Donc que ça soit la partie culture, la partie ensuite stockage, la partie tri, la partie conditionnement et la vente. Et donc en effet, on a peu à peu, au début, on a un peu bricolé, aménagé, adapté, et puis une fois que ça a été un peu plus avancé, on a pu investir dans tout ce qui est en effet silo pour stocker le grain brut. Et ensuite, en tout ce qui est machine de tri, nettoyage des graines. Et en effet, notamment pour le quinoa, mais d'autres graines aussi qui nécessitent des process très, très, très spécifiques. Et là, en effet, on a mis un peu de temps à trouver les bonnes machines par rapport à nos graines et à nos variétés. Et donc ça, oui, ça a été un peu long. Et en gros, entre 2015, où on sème nos 5 premiers hectares, et la première vente de graines de quinoa, on a commencé à vendre en fait début 2018. Donc entre en gros la récolte 2015 et début 2018, on a testé, on a cherché, on a bricolé. Et voilà. Ok. Ok, très bien. Et alors, ça me donnait envie quand même de rebondir sur, tu t'as mentionné que vous aviez choisi de ne pas mettre en place de système d'irrigation sur la ferme. Est-ce que tu peux nous dire... Non, c'est surtout en tout cas de ne pas miser sur des cultures qui nécessitent de l'eau, comme des haricots, parce que pourtant les haricots, il y a beaucoup de demandes aussi, c'est aussi pas mal à la mode, entre guillemets, ou du soja, ou des choses comme ça. Et voilà, nous, on voulait essayer de faire ça. Après, je dis pas que l'irrigation, nous, on est plus dans ce cas sur des systèmes de retenue collinaire, des choses comme ça pour retenir l'eau l'hiver et les réutiliser l'été. Mais voilà, tant qu'on peut s'en passer, on essaye. Ok, très bien. Et un dernier point sur un peu pourquoi la mise en place de ce système tel qu'il est aujourd'hui, sur le troupeau du coup à l'étang que tu as mentionné au début. Est-ce que tu peux aussi là nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi de le conserver, quel rôle il a aujourd'hui dans le système? Alors du coup, on la conserve déjà parce qu'on aime quand même bien nos vaches, mais aussi parce que déjà il y a des terres qui sont en prairie aujourd'hui et où il n'y a pas d'intérêt à les passer en culture parce que c'est pas des terres qui sont faites pour ça. Voilà, c'est une chose. Ensuite, c'est parce qu'aujourd'hui on arrive à être autonome, autosuffisant sur cette activité, et c'est pour ça qu'elle est aujourd'hui rentable, ou en tout cas qu'on ne perd pas d'argent, parce que en aliment, en fait, donc nous on fait notre paille, on fait notre foin, et en fait tous les écarts de tri, donc de la chaîne de tri qu'on a mise en place dans tout ce qui est grains hors calibre, grains cassés, etc. On l'utilise du coup pour faire la ration l'hiver des vaches. Donc, en gros, voilà, on achète, à part des minéraux, on achète rien à l'extérieur. Et ensuite, forcément, on récupère le fumier, donc, ce qui nous permet de fertiliser une bonne partie de nos surfaces. Super. Et alors, dans tout ça, là, aujourd'hui, donc ça fait 7 ans que vous êtes installé sur la ferme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur un premier retour d'expérience? Qu'est-ce qui fonctionne bien, moins bien? Et puis les raisons que vous avez identifiées à ce stade? Alors, ce qui fonctionne bien, forcément, c'est d'arriver devant
devant des clients, enfin, ou des consommateurs en disant voilà, aujourd'hui, nous, on maîtrise tout de A à Z. Forcément, c'est rassurant, c'est un vrai gage de qualité. Voilà, en termes de traçabilité, etc., c'est des choses qui font sens aujourd'hui. D'arriver en plus avec des protéines végétales françaises ou même régionales et certifiées, c'est encore mieux. Et aussi, c'est l'aspect plus travail en filière qu'on a mis en place, puisqu'aujourd'hui, via donc Berrygrain, qui est une structure commerciale qu'on a créée en 2017, en fait, Berrygrain aujourd'hui fait des contrats de production avec des agriculteurs locaux. Donc, nous, on a un contrat de production avec Berrygrain en tant qu'agriculteur. Mais aujourd'hui, voilà, on a une cinquantaine d'agriculteurs et finalement, ça nous permet d'avoir comment dire, une gamme de graines finalement assez large, puisque chaque agriculteur fait des graines différentes chaque année. De répartir aussi les risques. Genre cette nuit, on a pris de la grêle et du coup, voilà, si les surfaces étaient concentrées sur un hémisphère géographique, je pense qu'on ferait un peu plus la tête que là. Donc répartir les risques aussi climatiques. Et puis c'est une vraie force, voilà, d'avoir un collectif d'agriculteurs qu'on connaît, qu'on suit, etc. Et derrière, sur la partie aval, on a pu mettre en place des contrats sur plusieurs années avec des volumes, des prix. Et donc ça nous permet vraiment de faire un petit peu de stock aussi de report pour aussi, encore une fois, éviter les ruptures en cas d'aléa. Ça permet aussi de lisser les coûts, ça permet d'avoir plus de sérénité. Et voilà, donc le système un peu de travail en filière production, donc nous en tant qu'un peu transformateur entre guillemets, en tout cas de première transformation, et puis circuit de vente, c'est quelque chose qui fonctionne bien quand tout le monde joue le jeu. C'est pas forcément le cas à chaque fois, mais quand tout le monde joue le jeu, ça fonctionne très bien. Voilà. Après, ce qui fonctionne moins bien, c'est un peu finalement de tout maîtriser, c'est bien, mais c'est très compliqué. Parce que d'un côté, on faut être aussi bien sur le tracteur que sur la chaîne de tri, que sur un salon, voilà, il faut beaucoup de compétences très différentes. Et donc, c'est pas forcément évident tous les jours et il faut être partout, tout le temps. Mais bon, pour ça, voilà, on a fait appel sur certains domaines à des consultants extérieurs. Et du coup, forcément, on a embauché aussi, et ça, c'est plutôt le bon côté des choses, mais il faut aussi trouver les bonnes personnes, etc. Donc, voilà, c'est plus le côté tout maîtriser, c'est bien, mais voilà, du coup, c'est plus complexe à gérer au quotidien. Ouais, OK. Et peut-être pour revenir sur le développement de filières dont tu parlais, aujourd'hui donc, vous avez ce réseau-là d'une cinquantaine d'agriculteurs, locaux qui, vous vendent donc une partie de la production, enfin qui vendent à Berrygrain, qui est une société que vous avez créée. Il me semble que vous leur proposez aussi une partie conseil sur certaines, des cultures, alternatives comme tu le disais, c'est ça? En gros, oui, forcément, au début, quand on leur a dit est-ce que vous voulez faire du quinoa, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc il fallait forcément une phase d'accompagnement. Donc, généralement, les 2 premières années, on les accompagne. Voilà, enfin, après, nous, on a mis en place des guides de culture, on a mis en place tout un tas de choses pour les aider. On a des groupes WhatsApp où on échange voilà, un petit peu par jour, mais en tout cas semaine par semaine sur l'évolution des cultures, etc. On fait des tours de champ le week-end pour voir si tout va bien. Et voilà, après, forcément, quand ils font de la lentille verte ou du pois chiche, là-dessus, ils savent aussi bien que nous comment ça fonctionne. Mais c'est pour des cultures spécifiques qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Où on essaie de les accompagner, mais avec l'expérience que nous, parce que nous, l'objectif, c'est toujours de tester les variétés sur notre ferme à nous. Donc, les variétés, l'itinéraire technique, donc les densités de semis, les apports à faire, quand est-ce qu'il faut les faire, etc. Et puis ensuite, on teste la partie plus tri, parce que quasiment à chaque graine, il faut des machines spécifiques ou des réglages spécifiques. Et ensuite, on teste le marché. Et si ces 3 critères sont validés, l'objectif, c'est forcément de développer les productions. Et dans ce cas-là, on en met en contrat chez les agriculteurs partenaires.
C'est ce qui se fait aujourd'hui pour le quinoa, le petit épeautre, les lentilles, le pois chiche, le lin. Et l'objectif, c'est de le faire sur. Ok, très bien. Et là, tu indiquais à chaque graine, il faut des machines spécifiques. J'ai bien envie qu'on aille sur la question des investissements. Est-ce que tu peux là aussi nous en dire un peu plus depuis que vous êtes arrivé? Quels sont en gros mais les investissements que vous avez eus, donc à la fois sur la partie ferme agricole et à la fois sur ces activités de tri, stockage qui là sont plus rattachées à Berry-Grain, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Alors sur la partie agricole, sur la ferme, les investissements ont été plus liés donc en effet à la partie mise en place de culture, enfin de graines qu'on ne faisait pas avant. Et donc typiquement c'est beaucoup de petites graines finalement et donc on a investi dans un semoir monograine. Enfin, avec voilà, des trucs très, très spécifiques qui permettent vraiment de. Parce que le semis est hyper important pour ces cultures-là. Ça fait quasiment pas la moitié, mais pas loin de la réussite de la culture. Donc voilà, on a fait le choix d'investir dans un semoir vraiment hyper adapté pour ça. Et ensuite, forcément, nous, le passage en bio, et puis même dès le départ en quinoa, même sur la partie plus conventionnelle, il n'y a pas de désherbage, de désherbant chimique homologué. Donc, il n'y a pas. Et donc, du coup, c'est ça aussi qui nous a poussé à mettre en place, à trouver des méthodes alternatives. Et aujourd'hui, on a fait, nous, racheter à nos agriculteurs qui travaillent avec nous en conventionnel, en raisonné, des bineuses. Donc, il y avait des agriculteurs qui n'avaient plus de bineuses. Et du coup, ils sont tous remis à la bineuse. Du coup, maintenant, ils binent leur tournesol, leur maïs, etc. Et là, pareil, des bineuses, il fallait quelque chose, des choses, du matériel très aussi spécifique, encore une fois, qu'on a pu tester via des salons, des choses comme ça. Et donc, c'est des bineuses avec des caméras qui se déplacent pour pouvoir la biner au plus près du rang. Et puis en bio, après, tout ce qui est RC-tri, des choses comme ça. Donc ça, c'est pour la partie agricole. Sachant que pour vous donner un ordre d'idée, une bineuse, c'est 70 000 euros. Voilà, pour 9 rangs. Alors, on a de la chance, mais il y a des aides à chaque fois, que ce soit de la région, de l'Europe ou quoi. Donc, quasiment, pas à chaque fois, mais souvent, c'est entre 30 et 40% de subvention. Ouais. Heureusement, d'ailleurs. Et sur la partie Berry-Grain, donc nous, on a investi dans des équipements de réception, stockage du grain brut. Et ensuite, dans tout ce qui est équipement donc machine de tri, de nettoyage des graines. Au conditionnement, on fait des sacs, donc c'est pas une machine, c'est pas ça qui coûte cher. Et ensuite, dans un bâtiment de stockage produits finis. Donc voilà, et donc tout cumulé depuis le début, je pense qu'on n'est pas loin, on doit être pas loin de 2,5 millions d'investissements. Donc ça sur Berry-Grain uniquement. Ça fait, ouais. Okay. Pareil avec des aides de la région, du FEADER. On a été bien accompagnés. Ok. Et sur la partie donc plus agricole, notamment sur le matériel, là tu parlais de bineuses et des agriculteurs qui avaient acheté des bineuses, est-ce que vous avez mis en place un système de partage de matériel, peut-être avec la création de CUMA ou de sociétés? Oui, c'est ça. Tous les achats matériels se sont faits sur des CUMA qui existaient déjà en fait. D'accord. Parce que c'est encore, voilà, vu que c'est les agris qui sont majoritairement en local, ils sont, pas tous voisins, mais je veux dire, ils sont répartis sur des secteurs géographiques et certains travaillent déjà ensemble via des CUMA. Donc en fait, les achats sont faits via des CUMA uniquement. Ok. Très bien. Peut-être qu'on peut passer à la question de l'organisation du travail. Tu mentionnais que c'était parce que vous avez cette volonté de à la fois maîtriser l'ensemble de la chaîne, aussi d'être très diversifié. On l'indiquait au début, mais donc il y a une majorité, une bonne partie, 120 hectares de la surface qui est en bio, une autre partie qui est en HVE3. J'imagine que tout ça crée de la complexité sur l'organisation du travail. Comment est-ce que vous vous organisez? Donc aujourd'hui, vous êtes 3 plus des stagiaires, si j'ai bien compris. Quelle est l'organisation, les rôles et responsabilités de chacun? Et puis aussi peut-être en termes de temps de travail, c'est souvent un point important pour des personnes qui se lancent.
sur quel rythme est-ce que vous êtes aujourd'hui? Alors, déjà, le premier truc, c'est c'est un projet qu'on porte à deux. Oui. Ça, je pense que, je ne dis pas que c'est indispensable, mais ça aide beaucoup, je pense. Et surtout qu'en plus, avec Damien, on est hyper complémentaires. Oui. Donc ça nous a vraiment beaucoup aidé, c'est indéniable. Donc déjà, Damien, c'est la partie culture et moi, la partie élevage. Donc au démarrage, c'était réparti comme ça. Et moi, sur les cultures, j'interviens sur les périodes, à la moisson pour conduire des bennes ou des trucs pour déchaumer, des trucs très. Voilà. Je ne fais pas des choses trop compliquées parce que c'est comme ça. Et du coup, on a notre salarié agricole qui lui, l'objectif, c'était aussi de le faire monter en compétences. Donc là, ça fait 4 ans qu'il est là et normalement, il a quasiment aujourd'hui le rôle d'un chef de culture, puisqu'en fait, au fur et à mesure, Damien avait de moins en moins de temps à consacrer à la ferme, parce qu'il en consacrait de plus en plus à l'élevage. Et du coup, là, finalement, la transition, entre guillemets, s'est faite comme ça. Du coup, notre salarié, on a pris de plus en plus de choses en main. Et il est aidé, du coup, à chaque année, on a des stagiaires, soit des stagiaires ou des apprentis pour l'aider. Donc, sur la ferme, aujourd'hui, on passe, ça dépend des périodes, mais en moyenne sur l'année, on passe pas plus de, je dirais, 15%, 15-20% de notre temps sur la partie management. Et oui, Damien et toi. Chacun. Okay. Ouais, chacun, ouais. Ok. Voilà. Et donc ensuite, aujourd'hui, donc Damien, c'est plus la production agricole, du coup, avec notre salarié. Donc tout ce qui est les assolements, les commandes, les ventes, etc. Et puis ensuite, lui, c'est lui vraiment qui a beaucoup travaillé sur la partie chaîne de tri. Donc les plans, la mise en place, le lien avec les prestataires pour l'installation, la mise en route, etc. Et puis aujourd'hui, c'est lui qui forme nos salariés sur la conduite de la ligne. Et ensuite, le commerce, il fait pas mal de commerce aussi. Et moi, du coup, je suis plus sur la partie l'élevage, c'est surtout l'hiver, hein, que ça prend du temps. Après, l'été, on est quand même plutôt tranquille. Et après, moi, c'est plus sur la qualité. Donc, au début, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Aujourd'hui, on a un salarié à temps plein sur l'aspect vraiment qualité, hygiène, sécurité, etc. D'accord. Encore forcément un œil dessus. Sur la logistique, donc tout ce qui est lié au transport. Et puis, sur un peu marketing communication, à notre échelle, hein, on fait ça comme on peut. Et puis, aussi sur la partie commerciale. On n'a pas de commerciaux, c'est Damien et moi qui okay. Voilà comment on a réparti. Pardon? Okay, non, mais et clair, oui, et donc oui, en gros, c'est 5 jours de vacances par an. Une semaine, ouais, quand tout va bien. Et puis, on a loupé pas mal de mariages, de baptêmes et de fêtes de famille. Ça, c'est clair. Mais voilà, c'est ça, il faut en avoir conscience. C'est beaucoup de sacrifices. Mais là, ça va mieux. Voilà, on a une équipe. Maintenant, ça tourne quand même à peu près bien. On a une équipe qui commence à être à peu près bien en place. Donc l'objectif, forcément, c'est de pouvoir se libérer un peu plus de temps, mais c'est clair que les 3-4 premières années, il n'y avait pas trop de temps. Oui. Ok. Écoute, du coup, et tu parlais aussi que vous gériez avec Damien toute la partie commerciale là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire quels sont aujourd'hui vos principaux débouchés, circuits de commercialisation et la répartition du chiffre d'affaires sur chaque, pour qu'on ait une idée? Oui. Nous, l'objectif, c'était d'avoir de la visibilité pour pouvoir investir dans ce qu'il nous fallait pour tout maîtriser de A à Z. Donc, il nous fallait du volume. Et donc, en fait, on s'est tourné vers des industriels français. Ouais. Et donc, aujourd'hui, quand on a commencé, c'était 90% de nos volumes auprès d'industriels. Aujourd'hui, c'est 65%.
à peu près. Donc, c'est assez large. C'est industriel en boulangerie-pâtisserie, d'industriels qui réensachent sous leur marque et qui distribuent en grande distribution, ou qui réensachent en volume intermédiaire et ensuite qui distribuent ça en RHD, par exemple, ou qui font des plats préparés. Voilà, c'est assez large. Et ensuite, on a beaucoup, du coup, développé la RHD. Donc, nous, en direct, voilà, donc en sac. Peut-être pour dire la RHD, c'est la restauration Pardon, ouais, hors restauration hors domicile, ouais, donc tout ce qui est restauration collective et commerciale. Donc voilà. Et puis forcément, l'objectif, c'était aussi de la partie vente mousse ou en B2C, donc les ventes plutôt sous nos marques propres. C'était de la développer, mais c'est beaucoup plus long. Mais ça, voilà, on a commencé à zéro. Aujourd'hui, ça ferait 15% de nos volumes qui sont vendus. Donc soit en sac auprès de magasins vrac, soit en sachet auprès de, alors c'est très large, magasins de producteurs, épicerie fine, primeurs, grande distribution, on n'y va pas trop. On est en local, on y est, mais on ne cherche pas forcément à le développer. Et donc ça, voilà, ça augmente, mais c'est plus long et plus compliqué, mais c'est plus sympa aussi. D'accord. Okay. Du coup, tu as dit 65% auprès d'industriels, 15% auprès de magasins vrac et au niveau local, Ouais. 80%, et après les 20% restants, la RHD, tu le mets à part? Oui, exact, ouais, pardon. C'est ça, ouais, ok. c'est la RHD. Ok, très bien. Et là-dessus, donc aujourd'hui, pour bien comprendre, parce qu'on a dit qu'il y avait donc il y a un salarié sur la ferme. En plus, tu nous as parlé d'un salarié sur la partie hygiène qualité. Donc ça doit être Berry-Graine. Oui, alors sur Berry-Graine, la première personne qu'on a embauchée, c'était une personne sur tout ce qui était administration, comptabilité. Parce que finalement, c'est quelque chose qui nous... alors moi, déjà, ça ne me passionne pas du tout. Donc au début, c'est moi qui faisais les factures et les machins et Damien les encodages, enfin voilà, pour la compta. Mais c'est quelque chose, à chaque fois, il faut poser la question, savoir si on a une valeur ajoutée ou pas sur cette tâche ou voilà, sur cette chose-là. Et si la réponse, elle est non, bah, il vaut mieux finalement embaucher quelqu'un dont c'est le métier ou voilà, qui a de l'expertise et les compétences. Donc, à chaque fois, on se pose cette question-là. Donc, voilà, donc on a commencé par embaucher une personne pour ça. Ensuite, la deuxième chose, c'était vraiment la qualité. Donc, nous, on s'est fait accompagner par un consultant au démarrage, qui nous suit encore, mais du coup, de moins en moins. Et ensuite, on a fait le choix d'avoir une personne à temps plein là-dessus. Donc voilà, parce que alors encore une fois là, au début, nous, on avait des choses à apporter, mais on n'a pas des formations de qualiticien. Et donc voilà, nous on intervient, forcément dans la qualité, on en fait tous les jours, donc et on a un œil dessus, mais voilà, pour aller plus loin, on a embauché quelqu'un dont c'est le métier, encore une fois. Et ensuite, c'est tout ce qui est forcément la chaîne de tri. Quand les volumes ont augmenté, il fallait y passer de plus en plus de temps. Donc aujourd'hui, on a 2 opérateurs de ligne qui ont tri du lundi au jeudi. Et vendredi, on nettoie. Et on a 2 opérateurs au conditionnement, préparation, expédition de commande. Okay. Voilà. Et on a une apprentie en commerce marketing depuis 1 an en même temps. Et dernière chose, encore une fois, on fait encore beaucoup d'opérationnel avec Damien et pas assez de commerce, de développement. Donc, on a fait le choix, mais pareil, je dis ça comme ça, mais en fait, on a passé des mois et des mois à poser les choses, à trouver en gros, aujourd'hui, voilà, on fonctionne comme ça. Ça, on a le temps, ça, on n'a pas le temps. Il y a ça et ça qu'il faudrait faire. Et ensuite, on essaie de faire des groupes et de dire ça peut faire l'objet d'un poste ou non. Ça, on le garde. C'est judicieux, pas judicieux. Ça, c'est assez complexe. Et là-dessus, on se fait aider aussi. On a un consultant plus un peu en stratégie d'entreprise, entre guillemets, qui vient 1 fois par mois et qui a un regard extérieur. Et du coup, ça nous aide pas mal. Et donc là, on embauche, il arrive en juillet, un coordinateur de production qui va faire le lien entre du coup la partie commerciale, la partie qualité et la partie du coup atelier de production et de conditionnement, et qui va pouvoir harmoniser et fluidifier tout ça
pour que nous puissions vraiment s'en détacher. Alors, pas complètement, bien sûr, c'est pas du tout l'objectif, mais en tout cas, au quotidien, on ne soit pas appelé toutes les 6 minutes pour tout et n'importe quoi. Pour qu'on puisse passer du temps sur du développement de l'entreprise, de produits, etc. Ok, ouais. Donc pour récapituler, sur la ferme, il y a un salarié qui aujourd'hui a quasiment ce rôle de chef de culture, plus Damien et toi, entre 15 et 20% de votre temps. Et après, sur Berry Grain, il y a du coup 7 personnes, si on compte aussi l'apprenti, plus une du coup 8e là, qui va arriver, et Damien et toi également. Oui, exact. Ok. Écoute, là, on se donne encore, je pense, 4-5 minutes et puis après, on prendra les questions des participants. Si tu devais, là, de ce que tu décris, j'ai l'impression que le projet est une réussite pour l'instant, en tout cas, et que vous êtes dans une phase de développement. Est-ce que si tu devais donner 1 ou 2 éléments clés de cette réussite, qu'est-ce que ce serait ? C'est d'essayer d'essayer en tout cas d'avoir l'objectif à terme de maîtriser un maximum de choses, parce que passer par des prestataires ou externaliser des choses, il y a toujours des problèmes, et donc on passe beaucoup de temps à gérer en fait ces problèmes. Mais forcément, au début, nous, c'est ce qu'on a fait. Au début, avant qu'on ait la chaîne de tri, on passait par un prestataire de tri. Il y a plein de choses de stockage. Pareil, avant qu'on ait un bâtiment de stockage, on passait par un prestataire de stockage. Donc, forcément, il faut y passer au début. Et ça permet aussi de se rendre compte de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, en disant, moi, si demain je fais ça, je ne ferai pas comme ça, parce que voilà. Donc, c'est très intéressant de passer par là. Mais il faut quand même avoir en tête, à terme, quand les volumes et puis quand économiquement c'est possible de le faire, de ramener ça chez nous. Je pense que ça c'est de pouvoir maîtriser tout, c'est vraiment nous, ça nous paraît indispensable. Oui. Et puis voilà, de ne pas hésiter quand on manque de compétences ou d'expertise sur des domaines, de faire appel à des gens dont c'est le métier. Après, il faut bien les choisir, etc. Mais tout ça, nous, on a fait beaucoup au début, quand on avait le temps, on essaie d'en faire toujours des salons. Ça permet de développer un peu un réseau, d'échanger, et de rencontrer des gens. Et du coup, ça, c'est important aussi, forcément. Donc, de ne pas hésiter à se faire accompagner sur des domaines où on est un peu moins performant. Oui. Voilà. Et puis, garder toujours en tête, un peu nous, on a notre ligne directrice que je vous donnais au début par rapport à tout maîtriser, certains types de graines, l'origine France, etc. Et du coup, on a quand même des produits qui sont vendus quand même relativement, on est quasiment plus cher que tout le monde aujourd'hui. Et il ne faut pas lâcher ce qu'on a en tête si on est sûr de son système et de son modèle, parce que ça finit toujours par fonctionner. On a aujourd'hui des clients en RHD, par exemple, qu'on a rencontrés sur un salon en janvier 2019. Ouais. Et on a signé notre contrat là avec eux il y a 3 mois. Okay. En gros, depuis janvier 2019, on fait des échanges, on les a vus 2 fois, on échange des mails, on les a revus, on fait des échantillons, des offres de prix. Et en fait, donc il faut vraiment garder, faut pas lâcher, et ça peut être très long. Le cycle de vente, ça peut être très long. Ok. Mais c'est vrai qu'en tout cas, sur la partie accompagnement, ça ressortait beaucoup, je trouve, de ce que tu exprimais. Sur plein de sujets, j'ai l'impression que dès que vous avez eu besoin, vous avez fait appel à des personnes extérieures avant peut-être d'internaliser cette compétence en interne quand vous vous êtes dit que c'était nécessaire. Oui, quand c'est possible, forcément. Mais sur la partie vraiment atelier de production, là, on n'a pas pu. C'est des embauches directes, mais sur d'autres domaines, oui, tout à fait, parce que la qualité. Il y a d'autres choses qu'on a récupérées, mais oui, c'est pas mal. Ok, très bien. Et alors, dernière question, si vous aviez une chose à refaire, ce serait quoi ? C'est pas forcément facile, ça me dit. Non, mais je pense qu'on ferait à peu près la même chose. Je pense que
on est plutôt, enfin, ça fonctionne plutôt bien, on est assez contents et les agriculteurs sont contents. Enfin, nous, ce qui nous motive, c'est aussi le fait que quand on fait nos réunions bilan moisson là, chaque année, ils sont tous là. Parce que on connaît hein, les réunions, des fois, que ce soit à l'agriculture ou ailleurs. Enfin, moi, j'y ai travaillé, hein, c'était vraiment dur de les motiver, de les avoir. Et là, ils sont tous là, ils ont tous le sourire et on leur dit, on est assez transparent sur les clients et donc forcément, ils retrouvent certains de leurs produits en magasin ou enfin voilà, donc ça les motive et ça les rend heureux et donc forcément, c'est ce qui nous motive aussi. Euh, donc, euh, non, après, forcément, il y a plein de petites choses. Si on avait su, on aurait fait différemment. Mais globalement on n'est pas trop. On est assez content. Ok. Bon, bah super. Bah, du coup, ouais, on se laisse encore à peu près un peu plus d'une quinzaine de minutes là pour prendre un maximum de questions des participants. Il y en a une là sur le sujet du passage en bio. Aujourd'hui, vous avez fait le choix de ne pas avoir toute la surface qui est en bio. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les raisons de ce choix? Et puis, peut-être aussi si sur cette partie bio, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes autonome en intrants, notamment via l'élevage ou pas? Et sur la partie non bio, peut-être que tu nous en dises un peu plus sur les pratiques que vous mettez en place, parce qu'on a parlé d'HVE3, mais il me semble que vous mettez aussi en place des pratiques d'agriculture de conservation. Voilà. Enfin, je veux bien que tu nous en dises un peu plus là-dessus. Ouais, alors sur la question du bio, bon, déjà forcément, nous, à la base, on n'est pas issus, enfin, on n'est pas agriculteur bio, donc on n'a pas tout passé d'un coup. Parce qu'on aime bien quand même quand c'est bien fait, donc on a préféré en faire et on l'a fait au fur et à mesure. Hein. On a commencé avec la conversion en 2008, donc on a fait un peu chaque année. Donc c'est une première chose. L'autre chose, c'est que bon, forcément ça nécessite un peu de matériel, okay. Et après c'est beaucoup de temps. Donc ça veut dire que si on veut tout passer, il faut qu'on embauche forcément quelqu'un en plus, parce que entre un désherbage, entre un coup de pulvé et 3 passages de lumineuse, c'est pas du tout le même temps à passer. Donc voilà. Et dernière chose, c'est pour aussi la répartition entre guillemets des risques. Nous aujourd'hui, on a des gros investissements, il faut les rentabiliser. Pour les rentabiliser, il faut du volume de graines à passer sur la chaîne de tri. Et du coup, ces volumes, on ne peut pas prendre le risque d'une année d'avoir moitié moins parce qu'on aura tout en bio. Donc voilà, c'est aussi pour ça que pour l'instant, on a les deux. Et pareil, dans nos groupes, dans nos agriculteurs, sur les 50, on en a 30 en conventionnel, enfin du coup en HVE3, et on a 20 en bio. Et c'est aussi les coûts du marché. Nous, on répond aux demandes du marché. Donc le bio, c'était 0 chez nous en 2019, chez Berry-Grain, et aujourd'hui, c'est 40% de nos volumes, quasiment. Demain, ce sera peut-être 60%, mais voilà, il y a aussi la partie marché qui joue. On a des clients conventionnels avec qui on travaille depuis le début et que ça se passe bien. Donc, voilà. Donc on essaie de tout entre la partie plus production agricole, avec les risques que ça comporte. La partie, on a des investissements à payer. Et puis la partie marché, on essaye d'harmoniser les trois. Et voilà. Mais après, on est conscient que plus pour notre vision un peu environnement que le bio, oui, c'est pas mal. Après, on a la vision aussi impact carbone. On est de plus en plus questionné par nos clients sur nos bilans carbone. Et ça, je pense que ça, il va falloir qu'on s'y colle très, très vite. Et là, sur le bio, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Donc on se pose des questions aussi, mais du coup quelque chose en effet, comme tu disais, qui marchera à tous les coups, c'est plus la partie un peu agroécologique, à savoir les couvertures de sol, les haies, tout ça, donc que ça soit en bio ou pas, on le met en place. Et, il y en a encore pas mal de boulot là-dessus. Alors chez nous, forcément, c'est facile sur notre ferme, mais après, il y a des autres agriculteurs aussi à convaincre et à accompagner là-dedans.
Donc, il y a encore du boulot. Mais à partir du moment où voilà, on leur propose des contrats rémunérateurs, où ils sont motivés parce qu'ils voient où vont leurs graines, etc., c'est toujours plus facile de leur demander de faire évoluer leur pratique et d'y passer du temps. C'est lié. Ok. Et donc, en bio, aujourd'hui, est-ce que vous êtes autonome en intrants ou est-ce que vous... Non, on achète encore un petit peu, que ce soit des fientes ou des granulés, on achète encore de temps en temps. Ça dépend des années et des cultures aussi, forcément. Si une année on a plus de blé, on apporte un peu plus d'engrais, donc on va devoir en acheter un peu plus. Et si une année on a moins de blé, mais un peu plus de petites épeautres ou forcément de légumineuses, on en mettra moins. Mais on achète un petit peu. Ok. Il y avait une question sur ce sujet aussi, concernant la situation géopolitique actuelle. Question d'un participant ou d'une participante sur quelles ont été les conséquences pour vous. Est-ce que vous avez eu du coup plus de demandes sur certains produits? Voilà, est-ce qu'il y a... Alors, je pense que c'est triste, mais c'est plutôt positif pour les productions françaises de manière générale. Et nous, on a beaucoup de clients qui nous envoient des mails en demandant, mais c'est des mails génériques qu'ils envoient à tous leurs fournisseurs. Donc, ils ont aussi des fournisseurs sur des produits d'importation. Et donc, ils demandent, donc on voit qu'ils sont un peu inquiets. Et donc, savoir un peu les volumes, les prix, si on peut stabiliser, si on peut garantir des choses. Donc, ça nous fait un peu rire. Et je pense que ça va... Enfin, nous, aujourd'hui, on n'est pas impactés. C'est plutôt, en effet, l'inverse. On nous fait des demandes sur du tournesol, sur des choses comme ça. Donc, ça va plutôt dans le bon sens, mais oui, c'est dommage à chaque fois d'en arriver là pour que les entreprises se rendent compte qu'il y a quand même des choses qui sont produites en local, qui sont peut-être un peu plus chères. Oui, mais s'ils font le bilan, c'est toujours pareil. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de l'ETO, de l'oxyde d'éthylène là, sur le sésame. Ouais, Il y a eu des retraits rappels de produits à base de sésame indien qui étaient contaminés et ça a coûté des fortunes aux entreprises. Et alors le sésame, on n'en fait pas en France, mais si demain on le faisait qui coûtait 2 fois plus cher, je pense que s'ils faisaient leurs calculs, ça reviendrait même. Et au moins, il y aurait une stabilité en termes de prix et de production, quoi. Donc, ça refait poser les bonnes questions aux entreprises et aux acheteurs et donc c'est plutôt bon signe. ouais, ok. Il y avait une question aussi d'une personne qui disait que elle avait un projet proche, mais sur beaucoup moins d'hectares, plutôt sur une trentaine d'hectares. Et du coup, poser la question de à quel point votre modèle était adaptable à des structures de moins grande envergure. Et aussi, comment est-ce que vous avez déterminé vos besoins en surface, en terre. Donc, vous aviez ces 350 hectares qui étaient là parce que reprise familiale. Mais peut-être quels ont été les critères derrière et à quel point est-ce que tu penses qu'il y a une réplicabilité possible de votre modèle sur plus petite surface? En fait, il faut partir ça dépend d'où on part. Après, on peut, comment dire, nous, on est parti on voulait une chaîne de tri. On voulait une chaîne de tri de tel débit, en gros. Donc, pour la faire tourner, donc pour la payer, il fallait tel volume et du coup, il faut telle surface. Et il fallait aussi arriver à avoir les marchés pour tel volume. Et donc, on a essayé de goupiller tout ça. Mais parce qu'on a choisi ce niveau-là, entre guillemets, en termes d'activité. Mais encore une fois, nous, on peut très bien rester sur un modèle plus local ou régional avec des clients du coup peut-être plus avec un peu moins de volume et du coup avec des surfaces plus petites. Il faut juste qu'à chaque fois tout soit cohérent. C'est peut-être du coup aussi faire appel à des prestataires peut-être de manière continue sans forcément investir chez soi. Ou alors, si on investit, en effet, c'est quel volume, est-ce qu'on est capable de le vendre en local, est-ce qu'on est capable de le produire. Enfin, à partir du moment où la partie production, transfo et marché sont harmonisés, tout est
tout est possible, entre guillemets, mais il faut juste avoir cette vision globale-là, quoi. Ok, très bien. On avait une question aussi sur donc, méthode de production par rapport à certains types de cultures. Est-ce que l'agriculture de conservation des sols est envisageable sur des céréales comme le quinoa ou l'amarante ou les lentilles? Voilà. Est-ce que... Ouais, alors là, pour le coup, on a encore du boulot sur cette partie-là. Nous, on a beaucoup travaillé au début sur le fait qu'il n'y a pas de... Donc, quinoa, il y a amaranth, il n'y a pas de produits phyto-homologués. Donc, sur le conventionnel, on a commencé par les cultures conventionnelles. Non, donc, on a plus travaillé sur des méthodes alternatives, plutôt de désherbage. Et des méthodes alternatives éventuellement de traitement sur des insectes, etc. Donc, on a essayé tout un tas de trucs, des huiles essentielles, de la biologique, etc. Donc, on a passé plutôt du temps là-dessus. Mais aujourd'hui, comme je vous disais, on est de plus en plus sollicité par nos clients sur l'aspect plus carbone. Et du coup, en effet, couverture des sols. Et via le HVE aussi, il y a aussi des données par rapport, des indicateurs par rapport à ça, à la biodiversité, et pour la partie azote, il y a aussi quelque chose sur la couverture des sols, donc il faut qu'on s'y mette. Donc là-dessus, on n'a pas encore assez d'expérience. D'après ce qu'on a pu voir, il y a des choses qui existent, des cultures le quinoa, par exemple, peut se cultiver, ça se fait sous couvert, des choses comme ça, mais on n'a pas encore été assez loin de ce côté-là. Donc aujourd'hui, on veut que les terres restent quand même à peu près propres, donc on sème en rang et en bine. Ok. Et on couvre entre deux l'hiver, ou entre deux. On couvre en gros l'été jusqu'à l'hiver, voilà, avec des découverts classiques. Voilà. Mais on n'a pas été plus loin. Ok. Il y avait une question aussi sur les investissements. Donc, tu as parlé de 2,5 millions d'investissements sur Berry Grain en gros. Là-dessus, tu disais que vous aviez eu pas mal d'aides du FEADER, également de subventions. Mais quelles ont été la répartition fonds propres, prêts bancaires et du coup peut-être subventions aussi là-dedans? Alors, en fait, au début, ça passait pas du tout au niveau des banques, puisqu'on n'avait pas assez de fonds propres. En fait, on a dû faire une levée de fonds. Donc, encore une fois, alors oui, un autre conseil, c'est ne pas hésiter à sortir des sentiers battus. Ouais. Alors, c'est plus risqué, c'est plus compliqué, mais ça fonctionne. Généralement, ça fonctionne mieux. Et donc, en effet, nous, le système classique, alors on a des financements bancaires, mais on les a eus parce que derrière, on a dû faire une levée de fonds. Auprès de qui, du coup? Auprès de chefs d'entreprise dans le milieu agroalimentaire. Et là, ça s'est fait vraiment, on a eu vraiment de la chance, ça s'est fait par réseau. On est tombé sur la bonne personne au bon moment qui nous a après accompagnés, aidés. Voilà. Ok. Donc, fonds propres, on n'avait pas grand-chose, oui. Et même le tout premier semoir, il nous fallait absolument pour attaquer notre saison de quinoa. On ne l'avait pas encore. Et les prêts, du coup, ça ne venait pas. Et du coup, on l'a acheté de notre poche. Donc, donc là-dessus, il ne faut pas hésiter à faire envie. Elle fait partie de ces financements un peu alternatifs. Mais il y a plein de choses qui existent maintenant, comme de plus en plus. Il ne faut pas hésiter à regarder. Ok, très bien. Une dernière question sur le poids. Est-ce que vous avez des engagements, ou en tout cas un poids politique au niveau départemental ou régional, grâce notamment aux filières que vous créez? Est-ce qu'il y a un rôle là-dedans? Est-ce que vous avez je sais pas. En tout cas, est-ce qu'il y a une partie d'engagement politique de votre côté ou ça, pas du tout? Alors, on a toujours pris le parti, nous, de rester les plus discrets possible. Déjà parce qu'on voulait, on a mis en place, on a passé beaucoup de temps et beaucoup d'argent et d'énergie à développer notre projet. Et forcément, on a un temps d'avance. On est rattrapé
il y a plein de choses qui se passent maintenant, et tant mieux, mais je veux dire, on a un temps d'avance qu'on voulait conserver. Donc, on n'a jamais trop communiqué, on n'a jamais trop paradé par rapport à tout ça. On a juste, au démarrage, on a convié, ça je pense que c'est important à faire, on a convié notre préfète, notre député, notre maire et notre présidente Comcom, enfin, je sais plus, ouais. On les a tous fait venir et en leur exposant notre projet, où on voulait aller, ce qu'on voulait faire, et du coup en leur disant on compte sur vous pour nous aider, pour nous accompagner et pour donner des coups de pouce. Et ça a marché parce que typiquement on est tout con sur un permis de construire. Quand ça s'éternise un peu, un petit mail sur on est en zone de revitalisation rurale, donc on a le droit des exonérations d'impôts, mais du coup ça avançait pas, où il y avait un problème pour un truc encore, voilà, donc un petit mail à la préfète. Et enfin, c'est tout bête, hein, mais ça peut aider. Ça marche pas tous les coups, mais ça peut aider. Et c'est la seule chose qu'on a faite. Après, non, aujourd'hui on n'est pas enfin, au niveau politique, nous, moins on y a à faire, mieux on se porte. Ok. Bon, bah, écoute, un grand merci. On va s'arrêter là. En tout cas, bah, j'espère que pour les participants, vous repartez avec quelques clés supplémentaires ou quelques réflexions en plus sur vos projets. En tout cas, on vous enverra là, le replay dans les prochains jours et il sera accessible sur la Grange. Pour ce qui est des prochains webinaires, parce que là, on était sur un rythme donc depuis plusieurs mois d'un webinaire par mois. Là, on va faire une pause pendant l'été et donc on reprend à la rentrée de septembre. Et puis, en tout cas, Marion, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Avec plaisir, et puis bon courage à tout le monde, vos projets. Mais enfin, voilà, ma conclusion, c'est qu'en agriculture, il y a, enfin, la terre est un super outil de travail, et il y a énormément de choses à faire et à imaginer. Et donc, voilà, il ne faut pas hésiter à oser, à sortir de sentier battu et à faire, à innover. Et enfin, voilà, je pense qu'il y a plein de choses à inventer. Donc, voilà, il y en aura pour tout le monde. Je pense. À partir du moment où c'est fait, vous le savez tous, hein, mais où ça correspond à des attentes et que c'est en lien avec un avenir climatique qui n'est pas très beau, mais si on peut essayer de contribuer à notre niveau, et je pense qu'on va être les principaux concernés, il faut le faire. Donc, clairement. Merci Marion. Et puis, si vous voulez suivre, du coup, il y a un compte Instagram qui est dédié donc, à Sa Majesté la Graine, donc on n'a pas trop parlé, mais qui est une marque donc, que vous avez lancée. Ouais. Et puis aussi le Berry Graine également. La Marguerite a tout mis en commentaire dans le chat. Bon, bon après-midi à tout le monde. Bonne fin de semaine. Et puis, à bientôt. Au revoir. Au revoir.